Bienvenue sur Côté Canap, le podcast qui vous transporte bien au-delà de votre salon. Aujourd'hui, on lève le voile sur une aventure extraordinaire, celle d'un jeune couple fougueux qui a osé briser les codes du voyage. Oubliez les itinéraires préétablis et les sentiers battus. Pendant plus de 8 mois, ils ont parcouru l'Asie, non pas comme de simples touristes, mais comme de véritables explorateurs. Préparez-vous à plonger dans une quête de sens, de rencontres authentiques et de moments inoubliables. Attachez vos ceintures, l'aventure Côté Canap commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa et Clément qui ont construit leur page Instagram qui s'appelle Le Calme. Bonjour Léa, bonjour Clément. Bonjour Julie. Salut. Alors vous venez de loin, racontez-nous. Bah oui, en effet, on arrive de Tahiti. En fait, on est rentré il y a maintenant 2 semaines d'un long voyage de 8 mois et demi. 8 mois et demi, c'était quelque chose qui était programmé depuis longtemps ? Ouais, dans nos têtes, oui. On l'avait en tête. Après, le projet, vraiment, on s'est dit qu'on allait le faire. Ça date de février 2023, je crois. C'est ça. Et voilà, on a tourné, viré, on avait pris un premier billet qu'on a dû annuler. Enfin bref, il y a eu plein de péripéties et on est parti en septembre 2024. Alors expliquez-moi depuis le début, votre rencontre, je veux tout savoir. Bah en fait, notre rencontre, elle est un peu originale parce qu'on s'est rencontrés en soirée par amis communs pendant un week-end. En fait, c'était pas du tout prévu que je vienne et finalement, c'était une bonne chose. et en fait, la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, on est parti en voyage directement. On est parti 4 jours à Prague. Et ce qui dicte un peu notre relation, c'est que quand on a un plan, ça se passe jamais comme on l'avait prévu. Parce que ce week-end-là, on devait partir à Porto. Finalement, la veille de partir, météo pourrie à Porto de prévu. Et comme on avait prévu de partir en voiture, on a pris un billet la veille pour le lendemain. C'était un vol avec escale. À l'escale, on se rend compte que c'était encore un peu la période Covid. Et on se rend compte que le Airbnb dans lequel on devait partir nous refuse. Du coup, c'est en arrivant sur Prague qu'on s'est trouvé un logement. Voilà. Et on a passé 4 jours incroyables. Vous aviez déjà ce goût du voyage tous les deux ? Tous les deux, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont emmenés en voyage un peu partout. Ouais. Et donc, je pense que ça construit quelque chose derrière, quoi. Enfin, c'est ça qui nous a donné après l'envie de continuer et d'aller voir ailleurs, quoi. Après cet épisode de Prague, vous avez décidé de partager ça avec les gens sur Instagram et vous avez créé votre page Le Calme. Vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, c'est ça. Le calme, c'est tout ce qu'on n'est pas en fait. On a un peu la bougeotte, on aime bien tester plein de trucs qui nous sortent un peu de notre zone de confort. C'est simplement un anagramme de Léa et Clem. Et quand vous étiez à Prague, vous aviez déjà le projet de faire un long voyage comme ça de plus de 8 mois ? En fait, c'est déjà un projet qu'on avait individuellement. Tous les deux, on avait l'envie de partir longtemps. Ça s'est concrétisé plus tard quand même. Notre relation s'est officialisée bien plus tard que ce voyage à Prague. Et quand c'est devenu officiel, assez rapidement, on a quand même discuté de ça. Et c'est 1 an plus tard que le projet a commencé vraiment à prendre vie. Donc en février 2023. Jusqu'à là, tout était encore vraiment très flou. On n'avait pas vraiment de date. En fait, à cette époque-là, Clem habitait à Paris. Moi, je finissais encore mes études sur Toulouse. Et du coup, on avait déjà en tête que après les JO 2024, on partirait de Paris. Parce que on voulait vivre cette aventure aussi. Quitte à être à Paris, autant le faire à fond. Oui, mais ça faisait déjà 1 an que je bossais sur Paris. Et voilà, ça se passait moyennement, ça allait, sans plus. Un travail. Il se trouve qu'on était tous les deux un peu dans la même situation, même si on n'avait pas le même travail, on était tous les deux assez peu satisfaits en fait, assez peu accomplis dans nos boulots et on avait du mal à trouver du sens dans ce qu'on faisait. Après coup, on a vu en voyage qu'on était nombreux dans ce cas-là et à voyager à cause de ça. Et donc en fait, on avait le projet de descendre, donc de partir de Paris et redescendre dans le sud. Et donc en fait, de quitter son boulot et de quitter son appart, ça faisait une bonne base pour partir quoi. En tour du monde. Pour nos boulots, en fait, on a quitté nos boulots pour descendre et voilà, on a quitté nos boulots et on s'est dit qu'on verrait en rentrant ce qui se passe, quoi. Et cette décision de quitter vos boulots, ça a été facile pour vous ? Vous avez dû faire des concessions ? Ça s'est fait assez rapidement. En fait, ça a été très difficile. C'était difficile. Ça a été très difficile de prendre la décision de partir parce que, comme tu disais justement, en fait, c'est des concessions.
parfois de lourdes concessions. Moi, j'ai démissionné et j'ai dû refuser une très très grosse opportunité professionnelle. Et j'en suis consciente, mais aujourd'hui, je suis heureuse de l'avoir fait parce que à travers cette aventure, on recherchait vraiment la liberté du voyage, la liberté de plus être dans ce cadre de métro, boulot, dodo, d'attendre le week-end, d'attendre les vacances, pouvoir partir voyager. C'est vrai, quand on habitait à Paris, on n'était jamais sur Paris. Et vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment vous l'avez organisé ce voyage? Comment vous êtes lancé? On avait pris un premier billet pour partir en mi-août 2024 dans une destination qui est le Venezuela. Un peu, pour le coup, sur un coup de tête, notre critère de recherche, ça a été on veut partir au 15 août 2024 en Amérique du Sud. Quelle est la destination la moins chère? Caracas. Bon, on connaît pas. Et vous ne travaillez pas du tout dans le milieu touristique, ni l'un ni l'autre? Mais après, on a toujours, la plupart des voyages qu'on a fait ensemble avant, on a toujours fait par nous-mêmes nos recherches, les activités, les logements. On aime bien patouiller. Et du coup, la destination, c'était le Venezuela. Et vous avez pris le vol finalement? C'est ça. On a acheté le vol après avoir regardé 10 minutes un peu ce qu'il y avait à faire là-bas. Puis on en a parlé à nos familles. Et là, nos familles nous ont appris la situation géopolitique dans ce pays. Et étaient pas vraiment contents. Encore un truc un peu dingue, c'est que 2 mois avant de partir, ou 3 mois avant de partir, on reçoit un message qui nous dit écoute, votre deuxième vol, parce qu'on avait une escale à Madrid, votre deuxième vol qui dessert Caracas a 20 minutes de retard. Donc vous pouvez vous faire rembourser entièrement le voyage. Et donc en fait c'était un peu du pain béni, si j'ose dire. Exactement. Et le but du voyage au Venezuela, c'était pour partir longtemps ou c'était juste un petit voyage? Non, c'était pour partir en tour d'Amérique du Sud, du coup, à la base. Oui, on savait qu'on allait partir pour entre 1 an, max 1 an, mais voilà. On savait qu'on allait partir longtemps. Vous aviez ce projet-là déjà de prendre un vol sans connaître les destinations suivantes? On a essayé un peu de tracer des lignes, mais il s'avère que tout a changé. Et en fait, au début, on avait juste une liste de pays qu'on voulait faire, et après, en fait, on faisait. C'est comme on voulait. Après, en fait, au final, on a beaucoup changé tout ce qu'on avait prévu. Et comment vous faites pour budgétiser un tel voyage sans connaître les destinations? L'Asie, c'est quand même l'Asie du Sud-Est, c'est quand même assez cool pour nous Européens français. C'est que on a un pouvoir d'achat qui est très important là-bas. Donc déjà, c'est une sécurité. Et après, on s'est beaucoup renseigné quand même si on est parti sans prévoir les endroits où on allait, on est quand même parti en se renseignant sur comment faire un budget, comment respecter un budget. Donc ça, il y a pas mal de sites. Qu'est-ce que vous avez surtout préparé pour votre voyage? Donc il y avait l'aspect financier quand même, comme on savait qu'on partirait même sans trop savoir quand, depuis février 2023, on a économisé. On avait réfléchi notre manière de vivre un peu autour de ce voyage-là aussi. Ensuite, il y a tout ce qui est assurance. En effet, on a vraiment, moi j'ai épluché en tout cas pas mal de contrats d'assurance pour être sûr d'être couvert. Notamment en fait, quand on part en voyage comme ça, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Ça peut très bien se passer comme nous finalement, où ça s'est très bien passé. On est quand même allé consulter quelques fois le médecin. Et ça coûte très vite très cher parce que si on veut des structures qui sont fiables, on va dire, au type occidental en Asie, il faut y mettre le budget. Donc ça c'était quand même un critère assez important. Puis après c'est des critères qui sont plus personnels. Dans les assurances, il y a des critères de rapatriement, il y a aussi la responsabilité civile parce que du coup quand on quitte, quand on lâche tout comme ça, on a tout lâché, donc notre appart, donc on n'avait plus d'assurance appartement, donc plus de responsabilité civile, plus rien du tout en France. Oui, si par exemple tu commets un accident ou tu es en tort dans le pays où tu voyages, il faut savoir penser à ce genre de choses. Les assurances voyage sont quand même très bien faites et proposent déjà un package qui dégrossit tous les besoins nécessaires, on va dire. Je voulais revenir sur votre voyage. Alors, vous êtes parti où finalement? Suite au Venezuela du coup qui a été annulé, on a fait le choix de complètement changer notre projet et de partir en Asie pour l'aspect financier, car 1 an comme ça en Asie, c'est clairement plus facile qu'en Amérique du Sud où les budgets sont quand même
légèrement élevé. Et après, tout dépend de la manière de voyager qu'on a. Chacun peut faire en fonction de son budget, mais du coup, on est parti en Asie et on a pris un vol. Donc déjà, on a fait compliqué. On a pris un bus de nuit depuis Marseille pour aller jusqu'à Milan et on avait pris un vol qui faisait Milan-New Delhi, New Delhi-Ho Chi Minh au Vietnam. Fameux voyage déjà pour arriver au Vietnam. Et ça s'est bien passé, déjà le bus pour arriver jusqu'à Milan? Ouais, ça s'est bien passé. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est que, en fait, on est parti et on avait réservé 3 nuits. Juste 3 nuits. Les 3 premières, c'était des nuits à 3,50 € par personne. Donc, voilà, nos parents étaient ravis de savoir qu'on partait avec seulement 3 nuits, 3 nuits devant nous, quoi. Aussi peu cher parce que c'est vrai que c'est des tarifs. Oui. Et encore, je me rappelle, on n'avait pas fait le choix du premier prix parce qu'on s'est dit quand même 50 centimes la nuit par personne pour la première, c'est peut-être un peu abusé. Et vous êtes tombé sur quel type de logement pour ce prix? Bah, finalement, en fait, c'était une auberge et c'était une auberge totalement, enfin, ça, c'était très Très bien. bien. On a bien dormi. C'était propre. Il y avait un restaurant qui était très bon. Enfin, non, franchement, c'était une bonne auberge. Et donc votre première destination, c'est le Vietnam. Vous y êtes resté combien de temps? On est resté 45 jours. C'est le temps du visa Français. français. Parce qu'on sait du coup que les Ah oui. Belges n'ont pas le même. Et je crois qu'il faut faire une demande de visa différente. On a un copain belge qui a dû faire une demande de visa. Et comment vous avez fait pour préparer ce voyage? Pour le coup, on avait un petit peu, en fait, on a utilisé un site qui s'appelle Tour du Mondiste, qui est vraiment une mine d'or, utilisé pour tous les pays qu'on a traversés. Et en fait, c'est un site qui est disponible en ligne et qui a que du référencement sur des bases de questionnaires qu'ils envoient à des voyageurs, etc. Donc, on a réussi à un peu cibler les lieux qu'on voulait voir sur ces 45 jours. Ils proposent aussi, par exemple, des idées d'itinéraires, etc. Et nous, après, en parallèle, on a fait nos propres recherches parce que notre mot d'ordre, quand même, pour ce voyage, c'était d'essayer au maximum de sortir des sentiers battus et de rentrer en contact avec les populations locales. Est-ce que vous gardez une note positive du Vietnam par rapport à vos autres destinations? Oui et non. On a eu des expériences incroyables au Vietnam. Enfin, si on parle que sur le Vietnam, oui et non. Et sinon, au global, oui. Franchement, on a fait des rencontres incroyables. Au Vietnam, en plus, c'était notre première destination. Donc, c'est un peu comme quand on part en vacances. Si tu veux, au départ, on avait du mal à se dire, purée, c'est trop bête de passer à côté de ça. Donc, on faisait tout. Et au Vietnam, c'est un circuit qui est quand même très touristique. Difficile de sortir des sentiers battus. Et puis, il y a enfin, c'est fait de manière que les transports en commun sont très simples pour aller d'une zone touristique à une autre zone touristique. Et dès qu'on veut sortir des sentiers battus, c'est plus trop possible. Et les personnes ne parlent plus anglais. Même le traducteur, c'est pas vraiment facile. Est-ce que le Vietnam fait partie des meilleures destinations que vous ayez faites? Moi, c'est la moins bonne destination. En fait, C'est pas la plus longue, mais oui, ça fait partie. Mais bah après, ça dépend. Là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai quand ouais. même bien apprécié, mais parce qu'il y a aussi l'aspect culinaire qui est très important dans notre voyage et enfin, au Vietnam, ouais, on a très bien mangé et ça, c'était quand même vachement bien. Ouais. Et enfin, le pays est magnifique. Ça, il y a rien à dire. Le pays est magnifique, mais c'est vrai que c'était plus difficile. On a trouvé ça plus difficile de trouver un peu les aventures qu'on recherchait et de trouver le dépaysement qu'on voulait. Et comment ça s'est passé le contact avec la population? Et le contact avec les Vietnamiens, nous, ça a été bof, mais après, chacun a été... enfin, on a rencontré des personnes qui ont adoré, et notamment des personnes qui sont venues en famille. En fait, ils sont très famille, et là, ils sont très accueillants. Ou même des personnes de nos âges avec des parents. Ah, peut-être qu'avec les enfants, c'est différent. Et donc, première expérience, premier voyage, 45 jours au Vietnam. Si vous aviez un souvenir à garder de ce voyage, quel serait-il? Le trek à Sapa. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je répète ça. Bah, Vas-y, vas-y. on a fait un trek de 3 jours à Sapa, chez les Hmong. Mais bon, ça se voit aussi avec une expérience dans une famille au sud. Ah ouais. Bah vas-y, du coup, je te laisse en parler. Ouais, je crois que c'était au 3e jour, on descendait dans le sud, et là on est tombé dans un truc vraiment une perle,
Et on était au milieu d'une famille vietnamienne avec les enfants, les grands-parents, le grand-père quand on est arrivé qui nous a appris à faire le lait de coco, à faire des bonbons avec le coco. Et après, on a fait une sortie sur le Mekong. La gérante nous a amenés sur le Mekong. Et là, c'était dépaysement total. On était 3e jour. On avait des grands principes, faire attention à la nourriture, machin. Et elle sort des crevettes du fond du Mekong. Elle nous les donne crues. Elle leur arrache juste la tête. Elle met une goutte de citron. Elle nous dit mangez. C'est cuit. Donc voilà, ça c'était jour 3. Et voilà, Et ça a on s'est marqué baigné, quand même dans le Mekong. Ouais, on s'est baigné dans le Mekong, on avait de l'eau jusque là. Enfin bref, c'était le début du voyage. Et justement, au niveau maladie, ça a été? Vous avez pas eu de problèmes intestinaux? Vous avez dû vous préparer à l'avance? Ouais, on avait une belle trousse à pharmacie, on avait lu plein d'informations dessus, et en fait, au final, au Vietnam, on n'a pas... Si, moi j'ai eu un petit truc à Hanoï à la fin, mais non, au final, ça n'a pas été... On faisait beaucoup attention aux moustiques au début, et ensuite, on a eu moins de patience de le faire, ce qui est pas bien, mais c'est compliqué, faut mettre de l'anti-moustique tout le temps, c'est un peu... C'est un problème là-bas, les moustiques? Oui, quand on était proche du Mekong, oui, clairement. Dans les zones humides, de manière générale, même pas que au Vietnam, ouais, il y a facilement beaucoup de moustiques. Et justement, on avait pris des rendez-vous médicaux dans un centre de vaccination que pour la médecine infectieuse, je crois que ça s'appelle. C'est des consultations de préparation au voyage en fait qu'ils font. On a fait toute une vaccination avant avant de partir pour préparer ça. On va avancer un petit peu dans votre parcours. Comment vous est venue l'idée de la deuxième destination? Donc la deuxième destination, c'était l'île de Sumatra en Indonésie. Donc c'est la plus grosse île au nord de l'Indonésie. Et en fait, c'est simplement que mes parents voulaient nous rejoindre sur les vacances de la Toussaint. Donc ils ont fait leurs recherches et nous, c'est vrai qu'on avait une liste de pays, mais on était tellement pas sûr de ce qu'on allait faire qu'on leur a laissé choisir en fait. Et ils ont choisi Sumatra. Donc on les a rejoints à Sumatra. Nous, voilà, on a trouvé comment y aller et donc on est allé à Sumatra. Il y avait mes parents. Vous êtes resté combien de temps à Sumatra? On y est resté 1 mois. Et ouais, ça fait partie de notre top des destinations. C'était C'est la 3e meilleure destination qu'on ait faite. Ouais, clairement. C'était prévu de rester plus d'1 mois à Sumatra? Ben justement, en fait, c'était pas prévu et on avait prévu plutôt de faire d'autres îles. On voulait faire d'autres îles très belles en Indonésie. Et en fait, il y a plusieurs choses qui nous ont décidé de rester. Bon, déjà, il y a l'île qui est incroyable. Il y a plein de trucs à faire et même en 1 mois, on a exploré même pas, je sais pas, 10-15% de l'île. Et aussi, il y a le fait que après le Vietnam, en fait, on s'est rendu compte de l'importance des circuits touristiques et que c'était assez dur de s'en sortir. Et en fait, on s'est rendu compte que notre programme qu'on avait fait, il collait exactement avec tout ce que faisait tout le monde. Donc on voulait aller à Java, faire le mont Ijen, le mont Bromo. Alors je sais pas si ça parle, mais grosso modo, c'est vraiment... Le volcan. Ouais, voilà, c'est vraiment des trucs classiques de... Et donc en fait, on s'est dit, bah c'est dommage, autant essayer d'explorer des trucs qu'on n'a pas trop l'occasion de voir autrement. Et donc on a décidé de continuer sur Sumatra. Et c'était une bonne décision. Et je voulais revenir justement sur ce côté famille. Tu dis ta famille t'a rejoint du côté de Sumatra. Vous aviez prévu un voyage de plus de 8 mois. Comment ça se passe côté des liens familiaux? Bah déjà là, ils viennent donc 1 mois et demi après qu'on soit parti. Donc là, à ce moment-là, on peut pas dire que rien de méchant. On peut pas dire qu'on était forcément en manque. Mais ça nous a quand même fait du bien. Oui, ça nous a fait quand même beaucoup de bien. Surtout que le Vietnam, on l'avait vraiment quand même fait à la route. Et avec les parents, en général, c'est quand même plus de confort. En plus, on est plus nombreux, donc on peut louer des trucs plus sympas. Et donc, la famille, plus tard dans le voyage, ça a été très important. La famille de Léa nous a rejoint plus tard dans le voyage. Et là, elle nous a rejoint vraiment à un moment où on était pas du tout un moment qui était très difficile autour des fêtes de Noël. Donc on a eu la chance d'avoir nos parents qui sont venus et ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc après Sumatra, quelle était la prochaine destination? On savait pas trop. On est resté à Sumatra jusqu'au bout sans trop savoir si on allait finir notre mois là-bas. Puis on a eu des occasions super qui se sont présentées et donc on a suivi ça un peu au fil de l'eau. Quoi qu'il en soit, là où on était donc, tout à l'ouest de Sumatra, il fallait qu'on repasse par la Malaisie pour repartir et on savait qu'on voulait être aux Philippines pour les fêtes de fin d'année. Et donc là, on était mi-novembre et on s'est dit écoute, mi-novembre, pourquoi pas faire 1 mois en Malaisie. Donc on est parti pour 1 mois en Malaisie. Là, on s'est quand même pris la saison des pluies.
En fait, ça nous a fait du bien parce qu'on est resté quand même du coup presque 2 semaines à Kuala Lumpur et on a vraiment adoré. En fait, ça a été l'occasion d'avoir un peu de confort avec notre propre appartement dans un condo avec l'infinity pool au 54e étage. Enfin, du coup, beaucoup de confort pour 22 € la nuit. Donc Incroyable, donc c'est encore un pays qui est plutôt accessible. un peu plus cher que Sumatra et le Vietnam, mais tout à fait abordable et encore vraiment pas cher, quoi. Et vous étiez en pleine saison des pluies, et qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays-là? En fait, c'est la diversité culturelle, moi, je pense. Il y a une grosse communauté musulmane, mais il y a aussi des Chinois et des Hindous qui cohabitent tous ensemble, en fait. On a vraiment apprécié ça parce que chacun vit sa vie un peu comme il l'entend et puis ils arrivent à quand même malgré tout vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui manque de plus en plus aujourd'hui. Surtout dans nos cultures occidentales, et ça fait du bien de pouvoir dire que ça peut marcher quelque part. Et alors au niveau culinaire, Clément, qu'est-ce que tu as retenu de la Malaisie? Il y a la bouffe indienne en fait. Donc tous les restaurants indiens où on pouvait s'arrêter, on s'arrêtait. Très épicé alors? Bah oui, plutôt épicé, mais honnêtement, c'était pas. Je suis pas sûr que. Enfin, Léa, tu te diras le contraire, mais je suis pas sûr que ce soit aussi épicé qu'en Inde, parce que Non. Léa est partie en Inde. Ouais, je pense que nous on demandait pas trop épicé, donc automatiquement ça allait, et c'était moins épicé que quand on demande pas épicé en Inde. Mais c'était surtout que ça faisait. Enfin, déjà c'est excellent, il y a beaucoup d'épices, et puis en plus ça ressemble. Enfin, ça ressemble pas, mais ça tire un peu vers une nourriture comme on aime, avec un peu de crème. Ils mettent un peu de crème quand même, donc c'est des plats en sauce, tous les currys, tous les différents currys qu'ils ont. Enfin, c'est trop. Donc culinairement parlant, la Malaisie, c'était top. En Malaisie, c'était super bon. Surtout après l'Indonésie. Ah ouais, surtout après l'Indonésie. L'Indonésie, ça t'a pas marqué? Non, bah l'Indonésie, c'est assez pauvre, hein. En diversité, il y a beaucoup de riz et c'est surtout dans le budget qu'on avait. Tous les restos, ça s'appelle mie goreng et nasi goreng et c'est du riz avec c'est du riz sauté avec un peu de viande et des petits légumes. Et du coup, on mangeait du riz, beaucoup de riz. Ou des nouilles. Des nouilles. Alors, après l'Indonésie, quelle a été la destination suivante? Du coup, on en a profité pour faire 3 jours à Singapour. Très très grosse surprise, Singapour. En fait, on s'est dit que avec notre budget de backpacker, ça allait être un peu l'enfer parce que déjà le logement nous a quand même coûté 40 €. Mais on a testé les pods spatiaux. C'est des cabines en fait, un petit peu qui font comme des spationautes. C'est des bulles complètement opaques. Et à l'intérieur, il y a plein de néons avec des couleurs roses, bleues. Enfin, comme si on était dans une cabine spatiale en fait. On a bien aimé l'expérience. Contrairement aux autres auberges de jeunesse, on avait vraiment notre propre espace et notre intimité où on peut fermer notre capsule. Ah oui, j'allais justement vous demander, si vous dormez dans des auberges de jeunesse comme ça, est-ce que vous dormez parfois dans des dortoirs avec d'autres? À chaque fois qu'on a fait des auberges de jeunesse, parce qu'en général, les chambres seules dans les auberges de jeunesse sont plus chères. Ce qu'on essayait de faire, c'était que on réservait une nuit sur place, et comme ça, si ça nous plaisait, le lendemain, on réservait directement auprès de l'auberge de jeunesse. En général, c'est moins cher. Et si ça nous plaisait pas, on allait voir ailleurs. Et est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises blagues, des mauvaises anecdotes de voyage? Oui, il y a juste une fois, et du coup, c'était dans la destination juste après Singapour. En arrivant de Singapour justement aux Philippines, ça a été très compliqué en fait. Notre vol a eu du retard et on avait une correspondance très très courte où en fait il fallait qu'on change de terminal. Pour la faire courte, notre vol était à 20h55 et à 20h10 on était toujours dans le premier avion. Arrivé au parking mais toujours pas sorti quoi. Et en fait là on s'est fait arnaquer par les taxis à Manille. On est descendu d'un taxi en marche sur une grosse voie rapide parce que le mec voulait pas nous laisser sortir et voulait nous ramener à l'ancien terminal, donc nous faire perdre encore plus de temps. On a eu de la chance parce qu'on est tombé juste à côté d'une station de police. On est allé les voir et c'est eux qui ont arrêté un taxi et qui ont négocié pour nous. Tout s'est bien terminé parce que on a sauté de joie quand on a appris que notre deuxième vol avait 3 heures de retard. Ah oui, parce que c'était vraiment très juste? Ouais, ça a été vraiment très très short parce qu'il y avait 15 minutes de route encore. Enfin bon bref, on est arrivé 10 minutes peut-être avant le départ du vol. Je pense que vous étiez les seuls à être heureux d'avoir du retard pour le vol.
Ouais, l'hôtesse, elle nous a regardé en mode, mais ils sont trop bizarres, ceux-là. Vous avez jamais eu un sentiment d'insécurité quand vous voyagez? Niveau insécurité, pour le coup, ça nous a quand même fait pas mal peur. Et c'est surtout que pendant que moi, j'étais en train d'essayer d'aller enregistrer nos bagages, en fait, le deuxième taxi a essayé aussi de nous arnaquer. Et Clem n'a même pas réussi à discuter avec la police, qui l'ont complètement snobé, ils lui ont apporté aucune aide. Et c'est dommage parce que finalement, il donne une super mauvaise idée des Philippines. Ensuite, dans les îles, on n'a jamais ressenti d'insécurité après dans les îles et tout. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de corruption, donc tout pour essayer d'avoir 20 pesos en plus par-ci par-là. Mais bon, 20 pesos, ça représente rien pour nous. Tu parlais de tes bagages. Comment ça se passe? Vous êtes parti avec quoi exactement comme affaire? Donc on est parti avec 2 sacs à dos de 50 litres plus, ça faisait 56 litres au total. C'est un sac à dos avec au-dessus, t'avais une deuxième partie de sac à dos. C'est des sacs qui, en théorie, peuvent passer en cabine, mais ils étaient tellement pleins et tellement lourds. Enfin, ils étaient pas si lourds que ça, mais ils étaient trop lourds pour aller en cabine, quoi. Ouais, on est parti avec 11 et 13 kilos. Mais ça, c'est très bizarre quand on fait les sacs, c'est que du coup, nous, pour faire les sacs, on a regardé encore une fois sur notre site préféré, Tour du Mondiste, et en fait, ils nous disaient 5 t-shirts, 5 sous-vêtements. Donc au début, on était un peu en mode ça sera pas du tout assez. Enfin, 5 t-shirts, ça paraît très peu. Et en fait, au final, dans le voyage... Oui, au final, vous en avez utilisé qu'un. Non. Vous aviez aussi prévu des matelas ou non? Vous aviez prévu des logements et vous aviez pas prévu de quoi dormir à la Belle Étoile? En Asie, les systèmes de laverie sont absolument incroyables. C'est vraiment, tu laisses tes affaires sales, tu payes très peu cher parce que les pays sont très peu chers. Tu les reçois pliés, tout propre. On avait même pris des affaires qu'on savait qu'on allait remplacer. Moi, je suis parti avec un jean troué, voilà, parce qu'on savait que sur place, on pourrait en trouver moins cher. La seule chose qu'on avait prise, c'était des sacs à viande parce qu'on s'était dit qu'il ferait tellement chaud. Finalement, un duvet, ça prenait trop de place et c'était trop encombrant et trop chaud pour le pays, enfin pour les pays d'Asie. J'ai pris juste un sac à viande parce que parfois... C'est un drap. Ah oui. C'est pas forcément... C'est un drap, enfin c'est un duvet en drap, en coton ou en... Ah, un drap! Je comprenais pas du tout, je pensais que tu parlais de sac de congélation. Et alors, qu'est-ce que vous allez en retenir des Philippines finalement? Ça a été la période difficile et on a du coup un avis un peu biaisé et partagé parce qu'on a eu 2 semaines très dures. En fait, on est arrivé à Siargao, c'est l'île du surf des Philippines. On s'était mis en tête que pour les 2 semaines de fin d'année là, on allait surfer tous les jours, on allait avoir un temps de fou, ça allait être trop bien. Et en fait, on a eu 2 semaines de pluie. C'était ultra dur déjà pour le moral. Et en fait, le 23 décembre, moi je suis tombée bien malade. Enfin, j'ai eu une tourista, il fallait bien que ça arrive à un moment, mais le 23 décembre, c'est quand même la loose. Je suis restée plus d'1 semaine au lit, quoi. Je pouvais pas sortir de l'appart. Clem, il partait dès qu'il pouvait, il prenait le scooter, il allait manger en scred pour pas me faire trop envie parce que moi j'aurais voulu manger, mais c'était impossible. Mais bon, malgré tout, pour Noël, on s'est fait inviter par nos proprios. Donc on a passé une soirée géniale, rigolote. En fait, les soirées chez eux, c'est karaoké à fond jusqu'au bout de la nuit. Au Vietnam, on en a entendu énormément. Aux Philippines aussi. Mais après, au Japon, on y était du coup au mois de janvier. Donc bon, on en parlera plus tard, mais en hiver, peut-être que c'est différent. Et après, en fait, juste après ça, il y a mes parents qui nous ont rejoints 2 semaines. Et là, ça nous a fait un bien fou au moral. Ça devait leur faire du bien aussi de vous revoir. Ouais, carrément. Ils étaient contents parce que vu les 2 semaines qu'on avait passées avant, on s'était dit les pauvres. Faut retenir aussi que dans un voyage aussi long, t'es forcé d'avoir un moment où t'as un moment de down ou, enfin, en fait, tout le voyage, ça a pas été, on n'a pas été à chaque fois au plus haut de notre énergie, et on a eu des moments où évidemment tu te demandes un peu qu'est-ce que tu fais là, parce que ça fait 2 semaines qu'il pleut et que tu fais rien, mais tout finira toujours par revenir. Enfin, c'est un cycle. Hein. Ça fait quoi aussi de voyager comme ça en tant que jeune couple? Ça vous renforce dans l'adversité, j'imagine? Ouais, clairement. Enfin, on a appris à communiquer entre nous. On sait un peu quand est-ce que l'un s'énerve, quand est-ce que l'autre s'énerve, qu'est-ce qu'il faut pas. C'est la communication en fait. Hein, à chaque fois, c'était ça. Parce qu'il y a eu évidemment des moments où on s'est un peu engueulé, forcément, parce qu'en fait, on était H24 ensemble pendant 9 mois, quoi, donc 8 mois et demi. Il y a eu des moments où on s'est un peu engueulé, et en fait, à chaque fois, on se rendait compte que le lendemain
lendemain, on se souvenait même pas de pourquoi on s'engueulait à la base en fait. Et c'était juste, c'est souvent de la fatigue. Enfin, c'était pour des trucs vraiment pas importants quoi. Et souvent, c'était mauvaise communication. Quelqu'un avait compris quelque chose, l'autre non. Donc ça nous apprend. Ouais, là-dessus, on a vraiment appris à communiquer entre nous. Ça nous construit surtout des bases solides. Des épreuves, il y en aura d'autres, des différentes. On apprendra encore à se connaître parce qu'on connaît pas du tout tous de l'un de l'autre. mais là, ouais, on arrive vraiment à savoir vivre ensemble en fait. Finalement, au quotidien, nous avant, on vivait pas ensemble en fait. On se voyait le soir et le week-end et c'est tout. Dans la suite de votre voyage, vous êtes parti au Japon. Est-ce que c'était une destination qui était déjà réfléchie dans votre projet? Alors non, bah déjà pour le budget, parce que dans l'idéal commun, le Japon c'est beaucoup plus cher. C'était le rêve de Clément et moi pas du tout mon truc. Et en fait ça a été son cadeau de Noël, l'occasion d'être aux Philippines et d'avoir des billets vraiment très accessibles. C'était trop bête de passer à côté et je me suis dit bon de toute façon let's go. On était dans une période à Noël du coup pas ouf et on s'est dit bah ça va nous remonter le moral. Après les parents en plus du coup on était vraiment au top de notre forme et le but pour le coup c'était de pas faire que les trucs touristiques et on s'est dit quitte à faire ça on le fait un peu différemment et donc c'est comme ça qu'on a fini par louer un van camping-car du coup. C'est un petit peu de la folie, c'est un peu une double expérience de cohabiter avec des gens que vous connaissiez à peine dans un van, dans un camping-car. Bah en fait on connaissait le van déjà, on avait fait le Portugal en van et on avait vraiment apprécié la manière de voyager. Les deux gros points de dépenses et qui font que le Japon est cher, c'est le logement et les moyens de locomotion. On s'est dit premièrement qu'on n'avait jamais vu personne voyager en camping-car ou en van au Japon et que nous ça nous fait un peu kiffer et que ça se trouve ça serait moins cher de voyager de cette manière-là. Chose qui sur le papier est pas forcément vraie, mais en fait on a eu une opportunité incroyable et ça a été une de nos premières collaborations grâce à notre compte Instagram et à notre travail sur Instagram. Cette agence nous a donné toute sa confiance, nous a loué un camping-car 5 places et là ça a été aussi un gros sujet de réflexion parce que malgré tout ça restait quand même bien hors budget pour nous. On avait commencé un peu à planifier la suite de notre voyage et en faisant nos calculs, tout pouvait rentrer. En proposant à des copains. On a proposé à notre copain belge Félix, qu'on avait déjà rencontré à Sumatra, et un couple, une copine qu'on a rencontrée en Malaisie, nous avait conseillé de regarder parce que ils faisaient des choses aussi folles que nous. On a rencontré Gwen et Lionel, qu'on connaissait pas du tout avant et on a partagé le même camping-car pendant 16 jours au Japon. Quelle est votre impression de voyager en camping-car au Japon? C'était incroyable. C'est la meilleure manière dont on aurait pu prévoir ce voyage, je pense. On avait déjà fait 10 jours, on avait fait Tokyo, Kyoto et Osaka, donc le cœur touristique du Japon principal. Après, en camping-car, on a fait le mont Fuji, donc là déjà c'était une expérience de dingue. Et après, on s'est un petit peu enfoncé du coup dans les campagnes du Japon pour monter jusqu'à Hokkaido, donc l'île qui est tout au nord du Japon. Et on a eu l'occasion de faire les festivals de glace, de voir des singes des neiges, d'aller skier. On a rencontré des gens merveilleux. Les gens au Japon sont d'une bienveillance et d'un accueil, ça a été hyper marquant. Et par-dessus tout, quand même, la nourriture. J'allais dire, il y a la nourriture, et Clément ne se manifeste pas trop à ce sujet. Alors, est-ce que tu as testé le Wagyu? Même pas. Même pas. En fait, on voyageait avec Félix, c'est pas la seule raison, mais on voyageait avec Félix qui était végétarien. Et aussi, c'est quand même très cher, le Wagyu. C'est un sacré vrai. Et non, mais franchement, c'est une erreur quand même de pas l'avoir testé, je pense. Faudrait qu'on y retourne. Exactement, c'est une bonne raison d'y retourner. Mais même sans ça, il y a tellement de bonnes choses là-bas. Ils ont une telle attention du détail, de la qualité du produit. C'est trop bon en fait. Ils font plein de toutes les ramen. On n'a pas mangé 2 ramen pareils. Ils étaient tous différents. Pourtant, c'était 1 par jour pendant 26 jours. Et est-ce que vous avez préféré le côté ville ou le côté rural du Japon? C'était quand même un petit choc culturel au début. Les villes, elles sont incroyables. Les villes, les quartiers immenses. Juste sur le thème du manga avec des salles de
jeux de partout, des salles d'arcade. Donc les villes sont vraiment incroyables. Enfin, ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude. Et après, en campagne, on s'est fait tellement bien accueillir dans les bars, dans les restos. À chaque fois, les gens étaient surpris de nous voir parce que les campagnes, à mon avis, c'est beaucoup moins fréquent que les gens s'y arrêtent. Et donc, en fait, ça nous est arrivé vraiment plusieurs fois qu'on nous offre des trucs à boire ou à manger. Et les gens viennent nous parler, en japonais, parce que dans la campagne, ils parlent pas trop anglais, donc pas du tout. Ouais. C'était compliqué de communiquer, mais on communiquait par les gestes. Comment vous faisiez d'ailleurs? Vous utilisiez des applications? Si, quand même. C'était beaucoup de Google Translate, et sinon c'était les gestes. On rigolait de choses simples, quoi. Comment s'est passée l'aventure en camping-car à plusieurs? Ah bah c'était une super aventure. Ça nous a vraiment marqué, et je trouve que ça donne vraiment un autre regard au voyage, et c'était vraiment un truc social où on était tout le temps ensemble, et on jouait aux cartes. Enfin là, la différence, c'est qu'on avait vraiment des amis avec nous, en fait. Et donc, on jouait aux cartes, on passait des moments qu'on n'avait pas eu l'habitude de passer avant, parce qu'on s'était fait, certes, on avait fait des rencontres un peu dans chaque pays, mais ça dépassait pas 2-3 jours, peut-être 5 max. Et là, sur 16 jours, on était en colonie de vacances, quoi. Mine de rien, quand on partage une expérience aussi belle avec des gens qu'on connaît peu, on apprend très très vite à se connaître, en fait, finalement. Et surtout que on n'avait pas de douche dans notre camping-car quand même, et donc tous les soirs on allait au onsen. Ouais. Ce sont des bains publics qui ont la particularité d'être nudistes. donc bon, ça rapproche. Non mixte quand même, je préfère préciser. Est-ce que vous pensez que l'expérience humaine fait que vous avez mis le Japon en classement numéro 1 dans vos voyages? Ouais, je pense que l'expérience en camping-car, ça a fait le petit plus qui nous a donné, qui a donné au Japon la place numéro 1 dans notre classement. On remarquait quand même que c'était pas tant les pays qui nous avaient marqués, mais les expériences et les aventures, les rencontres qu'on avait faites au fur et à mesure de notre découverte. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie de notre voyage avec le couple Le Calme. On espère que vous avez apprécié cette immersion dans le début de leur incroyable périple. Un immense merci à vous de nous avoir écoutés. Ne manquez surtout pas la suite de cette aventure extraordinaire qui promet encore bien des tumultes et des découvertes. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la deuxième partie de leur récit de vie sur Côté Canap. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne rien manquer. Votre soutien est notre plus belle récompense. À très vite sur Côté Canap.